Bonjour, nous avons le plaisir et l'honneur d'être reçus par Madame Hélène Carrère-Dancos. Bonjour Madame le secrétaire Bonjour monsieur. perpétuel. Nous allons bien sûr parler des événements de la Russie. Est-ce que vous diriez que les relations entre la Russie et le monde occidental sont durablement et profondément bouleversées et abîmées? Elles étaient déjà abîmées. Il faut bien reconnaître qu'en fait, depuis la fin de l'Union soviétique, je dirais sauf la période d'embellie possible à la fin de l'ère Eltsine et je dirais jusqu'en 2007-2008, au fond, le monde occidental a raté la fin de l'Union soviétique. Je crois que c'est ça le problème fondamental, c'est-à-dire qu'il a considéré, alors le monde occidental, l'Europe pouvait saisir de cette fin de l'Union soviétique pour construire un univers européen apaisé. Les États-Unis n'ont pas joué le jeu, incontestablement, et au fond, ils n'ont pas accepté la réapparition ou le maintien d'une puissance, même si ce n'était pas le super grand, mais d'une maintien en puissance, d'une puissance en Europe qui s'appellerait la Russie. Et la politique américaine a tendu d'une façon systématique à faire de la Russie un État étranger à l'Europe, ou une espèce de petit monstre européen qu'il fallait placer sous surveillance permanente. Et je crois que tout remonte à cette fin du communisme manqué. Le résultat de ça, d'ailleurs, est tragique, parce que ça n'a pas aidé la transition, la sortie du système de pensée, du système du formatage communiste d'un pays comme la Russie, mais pas plus d'ailleurs de l'Ukraine et de la plupart des anciens pays communistes. Mais est-ce que, avec la reconnaissance officielle de l'indépendance des deux républiques du Donbass, c'est une étape supplémentaire? Et est-ce que vous pensez qu'il sera possible de revenir en arrière, ou est-ce que définitivement les ponts sont coupés entre Moscou et d'une part les États-Unis, mais surtout l'Europe? Peut-être pas coupé, mais incontestablement compliqué, encore plus compliqué qu'il ne l'était. Et je dirais que l'atmosphère de défiance, d'hostilité larvée qui existait, au fond, la Russie reste pour l'Europe un pays qui n'est pas normal. Ce qui est tout de même ce que les Russes ressentent extrêmement durement. Poutine essaye de compenser ça en termes de puissance. Cette non-normalité qu'on lui reproche, ou qu'on reproche à la Russie, alors on dit que ce n'est pas un pays démocratique. C'est un pays qui, en effet, a sa propre voix. C'est incontestable. Pendant assez longtemps, Poutine n'a pas osé affirmer que, après tout, il y avait une voix russe ou une voix des post-communistes. Actuellement, il revendique la possibilité d'avoir sa propre conception de la démocratie, etc. Et je dirais que c'est peut-être cela, sa propre voix, c'est le pouvoir intérieur autoritaire, compte tenu de la dimension du pays, il n'y a pas de doute, et la puissance réaffirmée. Et ça, je dirais que la reconnaissance de ces deux entités qui correspond au fond à ce que la Russie avait fait en Géorgie exactement, et en Crimée, même si le cas de la Crimée est différent. Mais ça entraîne pour la Russie non pas un surcroît de puissance réelle, mais un surcroît de puissance théorique. Elle a montré ce qu'elle pouvait faire. Elle a montré après tout, qu'elle pouvait geler des situations qui paraissaient transitoires et qui étaient à son détriment. On ne savait pas très bien comment traiter ce problème. Maintenant, on peut dire que c'est un problème qui est clos. Il est gelé, ces États sont reconnus par la Russie, même si personne d'autre ne les reconnaît, c'est comme la Crimée, c'est exactement comme l'Abkhazie, etc. L'Ukraine doit admettre que ces deux entités ne font plus partie de son territoire. Mais alors du coup, avec cette reconnaissance et ce défi au monde occidental, est-ce que Poutine n'aurait pas perdu sur deux plans? La première sur l'Ukraine, est-ce que finalement l'Ukraine est définitivement hostile à la Russie? Est-ce que en gagnant la Crimée et ces deux républiques, Poutine n'aurait-il pas perdu l'Ukraine? L'Ukraine était déjà hostile à la Russie. Il faut bien reconnaître que depuis, au fond, 2003-2004, avant le début de la Crimée. Voilà, oui. Avant la Crimée, l'Ukraine a été l'objet d'un effort américain, il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, qui a vu la révolte de Maïdan sait très bien qu'il y avait une intervention matérielle, un soutien américain, une espèce d'encouragement. Je crois qu'il ne faut jamais oublier
qu'il y a non seulement aux États-Unis, et ça a joué un rôle considérable dans la guerre froide, un lobby polonais, mais il y a aux États-Unis en Amérique du Nord, un puissant lobby ukrainien. Et je dirais que le lobby ukrainien plus le lobby polonais, ça fait des acteurs sur le terrain européen qui sont profondément anti-russes. Ça, je crois que c'est un facteur dont on ne tient pas compte. Donc les relations entre l'Ukraine et la Russie sont détestables depuis... Elles se dégradent depuis 2003-2004. Mais est-ce que l'annexion de la Crimée n'a pas été un marqueur avec une volonté d'adhérer à l'OTAN qui était encore plus forte, même si elle était déjà là. Elle était déjà là. En 2008, elle s'était manifestée. Et pour la Russie, ça c'est vrai que l'OTAN en Géorgie. On marie Géorgie et Ukraine. Mais en Géorgie, c'est moins grave du point de vue de la Russie, même si c'est au bord des mers. Enfin, mais malgré tout, c'est moins grave que l'Ukraine. L'Ukraine, d'abord, c'est un grand État de 40 millions d'habitants. C'est pour la Russie, c'est elle-même. Enfin, on peut raconter ce qu'on veut, mais pour les Russes, l'Ukraine, c'est la Russie. Et je dirais que la formule, c'est en effet pour les Russes, l'Ukraine, c'est la Russie. Pour les Ukrainiens, l'Ukraine, c'est pas la Russie. Et ça, on peut faire ce qu'on veut, mais le dialogue est impossible sur ce sujet. Et Vladimir Poutine, dans son intervention pour annoncer la reconnaissance de ces territoires, a fait tout un cours sur l'histoire, mais il a dit des choses justes auxquelles on n'a pas fait assez attention, qu'en effet, alors il a dit des choses justes et pas totalement justes. Ce qu'il a dit de juste, c'est qu'incontestablement la politique des nationalités de Lénine et de Staline, qui visait à tuer les sentiments nationaux en édifiant des sortes de pseudo-nations. Il ne faut tout de même pas oublier que l'Ukraine, à partir des années 70, était présentée en URSS comme le second grand frère de l'URSS, c'est-à-dire le bras droit du système. Et il y a eu véritablement une glorification de l'Ukraine incontestable, et c'est comme ça que Khrouchtchev lui avait offert la Crimée pour faire un geste vis-à-vis de l'Ukraine. C'est tout à fait exact. Là où Poutine a tort, c'est que ça le conduit à conclure qu'il n'y a pas de nation ukrainienne. C'est faux, il y a une nation ukrainienne qui plonge ses racines dans l'histoire et qui, en même temps, s'est développée avec tous les drames que l'Ukraine a vécus et qu'elle a vécu sous le régime soviétique. Et puis, il ne faut pas oublier que le rassemblement de l'Ukraine orientale et de l'Ukraine occidentale après la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée de cette Ukraine qui avait appartenu à l'Empire austro-hongrois et qui avait, elle, pu développer un sentiment national culturel, a contribué à forger cette nation ukrainienne. Il y a une nation ukrainienne, ça, il a tout à fait tort, et une langue ukrainienne aujourd'hui. Est-ce que dans la séquence actuelle, Poutine n'a pas eu comme effet de sa politique un effet contraire à ce qu'il souhaitait, un rapprochement des Européens et des États-Unis? Est-ce que finalement l'OTAN, dont Poutine se méfie, n'a pas été renforcée dans ses liens avec cet épisode? Si, vous avez raison, et il a, je dirais, la formule, c'est il a ressuscité l'OTAN. C'est exact, cette OTAN en mort cérébrale, comme disait Emmanuel Macron, pour l'instant n'est pas en mort cérébrale. Cela dit, l'OTAN était tout de même présent. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça a été la couverture, si on veut, d'une présence américaine, du déploiement de missiles, d'une présence militaire américaine sur les espaces européens. Aujourd'hui, séparer l'OTAN des États-Unis, c'est très difficile. Donc, je dirais que l'OTAN, c'est tout de même les États-Unis. Mais la fonction OTAN, cette espèce de fonction supposée de défense des pays menacés par la Russie, ce qui est aujourd'hui le tableau que l'on a, mais ce tableau, il s'est développé depuis 2008, depuis la Géorgie, et il a tout de même été entretenu, il faut s'en souvenir, par le fait que l'Europe dont on se gargarise, elle n'est pas, elle n'est pas cohérente. Elle comporte véritablement une Europe historique, celle des six, auxquels se sont ajoutés des États, et puis elle comporte la nouvelle Europe. Et cette nouvelle Europe, elle est faite, la Pologne, les États baltes, tout ça, elle est faite de pays qui historiquement sont anti-russes, pour des raisons historiques. Et qui, du même coup, pour eux, et l'Europe et l'OTAN, c'est par définition, ce sont des lieux anti-russes. Est-ce que vous diriez que l'erreur des États-Unis dont vous avez parlé n'est pas un peu d'avoir une double vision contradictoire de la Russie, de l'avoir toujours comme une menace existentielle, et donc dont il faut avoir peur et se méfier, et en même temps un pays vaincu
auxquels on peut imposer des décisions? Je crois qu'il y a d'abord un certain mépris de la Russie. L'idée que c'est après tout un pays auquel on peut dicter sa conduite, dont on peut décider où il se situe sur l'échelle internationale, ou en tout cas essayer de le cantonner à une place qui est une place secondaire. Pour les États-Unis, l'ennui, c'est que la Russie a un siège au Conseil de sécurité. Et elle est sortie d'ailleurs du désastre de la fin du communisme avec rien du tout sauf son siège au Conseil de sécurité. Puis elle a reconstruit un système militaire. Ça lui a pris 20 ans ou 25 ans. Et maintenant, elle a et le siège au Conseil de sécurité et la puissance militaire. Mais l'erreur des États-Unis, c'est de considérer tout de même qu'on peut la traiter comme un État non européen et dont le destin est décidé par les États-Unis. Et alors, du même coup, il y a, et ça c'est très frappant, il y a tout de même aux États-Unis de très bons experts de la Russie, mais les derniers, les gens qui connaissaient, les gens comme Kissinger, même comme Brzezinski, qui disait, même Brzezinski disait, il faut faire attention à la Russie, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ces gens-là ont disparu. Et au fond, il y a une nouvelle école américaine, l'école qui est née de cette période bénie de la fin de la guerre froide où les États-Unis étaient tout seuls sur la scène mondiale et qui considère que ça se poursuit. Alors le tableau s'est compliqué, et c'est ça l'erreur américaine, le tableau s'est compliqué par l'émergence des pays d'Asie qui offrent à la Russie une possibilité de trouver un appui contre les États-Unis en dehors de l'espace européen, en Asie, mais un appui qui coûte extrêmement cher. Parce que est-ce qu'il y a deux questions sur lesquelles on va venir. La première, est-ce que effectivement le but ou le résultat de tout cela n'est pas de pousser les Russes dans les bras de la Chine? Et est-ce que ce n'est pas en fait un petit peu aussi un choix contraint pour les Russes? C'est un choix contraint pour deux raisons. D'abord, les Russes sont européens. On peut raconter ce qu'on veut, mais toute l'histoire russe a été une marche vers ou a été une histoire européenne par époque, ou a été un retour vers l'Europe quand la Russie avait été arrachée de l'Europe. Et d'ailleurs, 1991, c'est aussi ça. La Russie a voulu se jeter dans les bras de l'Europe et ça a été manqué parce que personne n'y a rien compris. Mais si on ignore cette nature profondément européenne de la Russie, on se trompe. Bon, l'Europe a, sous la pression américaine et par une certaine ignorance, et aussi, je dirais, sous la pression de la nouvelle Europe, repousse la Russie en dehors de l'Europe, considère qu'elle n'a rien à faire. Du même coup, je dirais la Russie s'est tournée vers la seule carte qui lui restait, sa carte eurasiatique, et la Chine, ayant, pour des raisons de prestige international, un certain bénéfice aujourd'hui à jouer le jeu avec la Russie, elle l'accueille à bras ouverts. Cela dit, c'est à la fois pour la Russie et pour l'Europe très coûteux comme choix. Pour la Russie, pour l'avenir, c'est un choix compliqué. Il suffit de regarder une carte pour savoir que ce qui sépare la Russie de la Chine, c'est cette Sibérie que la Russie n'a jamais réussi ni à peupler, ni à développer. Il y a des efforts de développement qui s'y font en ce moment, mais c'est trop tard. Enfin, et qui y est allé, vous y êtes allé comme moi, vous savez très bien qu'on voit très bien à quel point c'est perméable à la pénétration chinoise. Bon, pour la Chine, c'est un lieu d'attraction. Par ailleurs, on peut raconter ce qu'on veut, mais 10% de Russes pour 90% de Chinois, c'est tout de même quelque chose, un chiffre qu'on ne peut pas éviter. On peut dire que ça joue un rôle qui n'est pas le rôle total dans la relation sino-russe, mais néanmoins, cette pression physique, elle est absolument considérable et rien ne la changera. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas changer, ni la démographie, ni la géographie, ni rien du tout. Et la géographie, là aussi, cette longue frontière commune qui est totalement perméable, c'est un problème. Et d'une certaine façon, pour la Russie, ça n'est pas le choix du cœur, c'est même pas le choix de la raison, c'est le choix de l'obligation d'aller vers la Chine en ce moment. Mais je ne crois pas que ce soit un choix définitif pour la Russie. La Russie va chercher à renouer avec l'Europe, et en espérant que quelque chose le lui permettra. Et je dirais que c'est là que peut se jouer probablement une autre étape, l'étape post-Poutine. Parce que Poutine incarne tout de même cet héritage de l'Union soviétique encore, c'est pas tout simplement parce que c'est un homme
qui a été formé dans le système soviétique, pour qui est formé, et dans la longue tradition russe, à l'idée que la puissance est un des facteurs décisifs de la vie de la Russie. Mais en même temps, il y a incontestablement en Russie, dans les profondeurs, je dirais, de l'élite, tout ça, il y a le sentiment qu'il faudra franchir cette étape. C'est pas je dirais, c'est pas en 2024 ou plus tard? Ça, c'est difficile à dire, je ne me risquerai pas à le dire, mais je suis convaincu qu'il y a le sentiment que le plus tôt serait le mieux. Sauf qu'en ce moment, ce n'est pas possible. Dans une période de crise, la période de crise prolonge Poutine. Et en même temps, elle le menace. Enfin, c'est très ambigu. Ça le prolonge parce qu'il n'est pas possible de se lancer dans une aventure de pouvoir. Vous pensez à l'hypothèse émise, y compris par le président américain, d'une guerre qui amènerait l'armée russe à Kiev? Non. D'abord, Poutine n'est pas idiot. Et c'est un petit peu, comme, je dirais, comme ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut revenir à l'histoire de Géorgie qui est claire sur les méthodes Poutine, ou sur la manière dont fonctionne Poutine. La Géorgie nous a appris que Poutine ne se lance dans quelque chose que quand il a un prétexte, quand on lui fournit le prétexte. C'est tout de même un homme assez prudent à cet égard. Là, c'était Saakashvili qui lui avait fourni, cette fois-ci, c'est Biden avec ses gesticulations. Mais Kiev, c'est autre chose. Quand, en 2008, les armées russes campaient en Géorgie, bon, on s'est raconté en France que la France avait empêché Poutine et Medvedev, puisque c'est lui qui était président, d'envoyer les troupes russes à Tbilissi. Il n'a rien envoyé à Tbilissi pour une simple raison, et moi j'en ai même parlé avec Medvedev. Les Russes savent que quand on rentre dans une capitale, on en sort. Je veux dire que symboliquement, c'est tout à fait autre chose. En sortir, c'est très compliqué. Tant qu'on campe sur le territoire, ça veut dire que tout est possible. Et Kiev, symboliquement, ça serait... D'abord, les Russes ne pourraient pas y rester, ça serait une guérilla, tout ce qu'on veut, tout ça ne tiendrait pas debout. Donc, je crois que Kiev, c'est un mythe. Faire pression politiquement sur Kiev, oui, et c'est à ça que sert toute l'affaire. Kiev, désormais, tout de même, sera un peu paralysé par le fait qu'il y a ces deux entités qui ont un statut, même si elles ne sont reconnues que par la Russie, peu importe, elles ont un statut différent. La Russie peut, à tout moment, on a déjà vu ça, voler au secours de ses compatriotes. Je veux dire que ça change la nature des relations entre la Russie et ses entités, et entre Kiev et ses entités. Et le territoire, là aussi, la Géorgie nous l'apprend, ces conflits gelés, ils ne se dégèlent jamais. Alors on dit toujours que la Russie est un système autoritaire, qu'il n'y a pas d'opinion publique. Vous plaidez pour l'inverse. Il y a quand même une opinion publique en Russie qui pèse, y compris sur Poutine. Il y a une opinion publique. Il y a d'abord elle ne s'exprime pas, les gens ne font pas des cortèges, enfin encore qu'il y a parfois des manifestations, mais il n'y a pas des cortèges tous les matins, tout ce qu'on veut. Mais la Russie est un pays immense. C'est pas parce qu'on parle avec 4 personnes à Moscou, 4 personnes supposées représenter l'opinion, ou les amis de Navalny, etc., qu'on sait ce qu'est la Russie. Dans les régions, il y a des responsables de régions, il y a une élite russe un petit peu partout. J'ajouterais, je dirais, les faiseurs d'opinion, l'armée, elle a son poids aussi. Et l'armée, incontestablement, elle a dû, devant les agitations de Biden, dire à Poutine, il faut y aller. Il a du mal aussi. Enfin, il est obligé de compter avec tous ceux qui détiennent une autorité, un pouvoir, tous ceux qui pèsent. Pas les oligarques, c'est ceux qui pèsent le moins, parce que ceux-là, il les tient à la gorge. Mais les autres, il les tient. Et tout ça, c'est un dialogue. Et je pense qu'en effet, il y a le sentiment aussi en Russie. Bon, 20 ans de Poutine, c'est très bien. En ce moment, on ne peut pas inventer une crise politique, mais incontestablement, l'idée qu'il faut du renouvellement, il y a une nouvelle génération, et puis il y a une impatience. Est-ce que vous pensez que, vous le connaissez bien, est-ce que vous pensez que Poutine pense déjà à la trace dans l'histoire qu'il va laisser? Oui, probablement. D'abord, il aime l'histoire, ça c'est la vérité. Il le montre par son attachement à Pierre le Grand, la verticale du pouvoir, il n'y a pas de doute là-dessus, la manière de conduire un pays. Il le montre aussi, et ça on n'y fait pas assez attention,
il a protégé Solzhenitsyn. Enfin, il a essayé de lui avoir des relations policées avec lui, même si Solzhenitsyn était à s'en couder d'avoir des relations amicales avec lui. Mais il a retenu des choses, et notamment, moi je me souviens de lui avoir entendu dire ça, c'est vrai que notre pays s'est trop répandu. C'est-à-dire, quand il dit la fin de l'URSS, c'est la plus grande catastrophe géopolitique de l'histoire, ça ne veut pas dire il faut refaire un empire. Ça veut dire tout ce qui s'est écroulé est une catastrophe. Mais en même temps, il connaît la leçon de Solzhenitsyn, et celle d'ailleurs que Solzhenitsyn a tirée d'Alexandre III. C'est-à-dire, Solzhenitsyn disait Alexandre III était le plus grand empereur de Russie parce que c'est celui qui n'a pas voulu faire des conquêtes. Bon, d'une certaine façon, et sa théorie, elle est tout à fait juste. La Russie s'est trop répandue et elle n'a pas pu véritablement dominer. La preuve, c'est la Sibérie. Cette immense Sibérie, d'ailleurs. La Sibérie, c'est la seule chose qui ne vient pas de conquête, puisque ça a été la progression des marchands et tout ça, et que l'armée n'est arrivée qu'après. Mais personne n'est jamais arrivé à contrôler ce territoire, même pas Staline. Et est-ce que vous pensez est-ce qu'il prépare sa succession, ou est-ce qu'il se prolonge 2024, il a la possibilité juridique de se représenter, il l'a créé d'ailleurs, ou est-ce qu'il veut juste qu'il n'y ait pas de guerre de succession avant l'heure? Non, je ne crois pas qu'il prépare sa succession. Je pense que là, il faut encore une fois penser à la façon dont cet homme a été formé. Il a été formé dans le système soviétique. Le système soviétique ne préparait pas les successions. Et je crois qu'on ne fait pas assez attention à ça. On ne comprend pas assez qu'il a des critères de raisonnement. On dit c'est un monstre ou un fou, etc. C'est pas ça. C'est un homme qui a une certaine... Enfin, il avait presque 40 ans à la fin du système soviétique. Enfin, il faut tout de même réfléchir à ça. Le système l'a éduqué. Il l'a sélectionné pour être dans les... C'est pas par hasard qu'il a été envoyé en Allemagne, c'était déjà un privilège, même si c'était la RDA. Il a été sélectionné comme quelqu'un qui pouvait servir le système, donc qui a été repéré comme un bon produit du système. Bon, on ne se refait pas, et il a la conception du système, et le système soviétique, le pouvoir, on le transmettait en tuant son prédécesseur. Hein. C'est ça la vérité. Et je veux dire que même si il vit dans un univers rationnel et il est rationnel, il l'a montré d'ailleurs d'une façon très, très intelligente lorsqu'il a transmis, ayant fait 2 mandats, montrant qu'il respectait la Constitution, il a transmis véritablement le pouvoir à Medvedev, qui l'a nommé président. Et puis, moi je me souviens très bien de cette période de la fin de Medvedev. Medvedev espérait, et autour de Medvedev, il y avait toute une élite qui espérait qu'il resterait. Eh bien, il n'est pas resté parce que pour Poutine, très clairement, tout ça était un intermède. Il avait vu comment on pouvait interpréter la Constitution. Il avait le regard sur les institutions. Il faut les respecter, mais avec le regard soviétique, c'est-à-dire on ne cède pas la place. On arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pensez que la France a encore un rôle à jouer de médiateur ou de tenter un rapprochement entre l'Occident et la Russie? Je crois qu'elle l'a, tout simplement parce que personne d'autre ne peut le faire. Incontestablement, et ça, je pense qu'Emmanuel Macron a acquis ce statut. Il a donné ce statut à la France. Bon, déjà, le général de Gaulle avait tout de même installé l'idée d'une compréhension française. Enfin, il y a une relation particulière entre la France et la Russie, ça c'est incontestable, même s'il a été compliqué, tout ce qu'on veut, mais elle est tout à fait spécifique. Et les relations russo-allemandes sont d'une toute autre nature. Mais Emmanuel Macron a installé l'idée qu'après tout, la France reprenait ce rôle. Et qui le jouera? Pas l'Allemagne, incontestablement, parce que les relations sont plus compliquées. L'Allemagne, elle tire derrière elle en Europe la nouvelle Europe, c'est-à-dire ces pays qui ont confiance en elle pour être anti-russes. Elle est un peu dépendante de ce que la Pologne lui impose, etc. C'est d'ailleurs très curieux quand on y réfléchit, parce que tout se passe comme si les seuls pays qui avaient persécuté les Polonais étaient la Russie. Le partage de la Pologne a été l'œuvre aussi bien des Allemands que des Russes. Le pacte germano-soviétique, que je sache, Staline n'était pas tout seul. Enfin, les Polonais ont occulté tout ça. Ils n'ont qu'un seul adversaire.
Mais du même coup, l'Allemagne est un petit peu dépendante de cette conception. Et les Baltes, tout ça, ils sont derrière. Donc, il reste la France. Et incontestablement, on ne peut que continuer à dialoguer. Enfin, c'est absurde de s'installer dans un État. On ne peut pas ressusciter la guerre froide. La guerre froide était confortable parce que on savait qui était qui, les choses étaient claires, on savait qu'il y avait la contrainte du nucléaire et par conséquent qu'on ne dépassait pas certaines limites. Même s'il y a eu des moments chauds, des moments comme les missiles à Cuba, etc. Mais la preuve, c'est qu'on a toujours su contrôler. Et il y avait d'ailleurs une génération politique qui savait ça. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien. Ça n'est pas du même tonneau. Et par conséquent, il faut être beaucoup plus prudent. Parce qu'il y a des dérapages. Merci beaucoup. Merci, Madame le secrétaire perpétuel, de nous avoir reçus et accordé cet entretien. Merci. Merci, Monsieur le directeur.